Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui nous touche tous un peu, je crois. Surtout en France. À force d'écouter des histoires de succès, est-ce qu'on finit pas juste par avoir l'impression d'avoir agi, sans vraiment, passer à l'action? C'est une excellente question. C'est vrai que ces récits, ça fascine, c'est quasi universel comme attrait, mais le regard qu'on portait dessus en France, il est, comment dire, un peu différent, non? Peut-être plus sceptique. Oui, ce scepticisme, très français peut-être. On sent bien qu'il y a quelque chose qui coince parfois. Tout à fait. Et ça tient beaucoup à notre histoire, notre système éducatif si particulier, avec les grandes écoles d'un côté, et puis le monde de l'artisanat, de l'entreprise plus classique de l'autre. Ça crée des perceptions, des filtres différents face à la réussite qu'on nous montre. C'est exactement ça. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire une exploration euh, assez poussée de l'impact réel de ces histoires. On va regarder les deux faces de la médaille. Le côté moteur, l'inspiration. Oui, ce qui peut vraiment nous donner un coup de boost. Et puis, l'autre côté, le risque de l'illusion, de la passivité, quoi. Tomber dans une sorte de satisfaction un peu stérile. Et pour nourrir notre discussion, on s'appuie sur une analyse qui creuse justement ça, sous un angle psychologique, mais aussi très ancré dans nos spécificités socio-culturelles françaises. Ce n'est pas juste de la psycho universelle. Voilà. Le but, c'est de comprendre que la valeur d'une success story, finalement, elle dépend pas tant de l'histoire elle-même. Que de notre propre attitude en l'écoutant. Exactement, de notre état d'esprit critique. Alors, on va commencer par le côté lumineux, comment ces récits peuvent nous aider, puis on ira voir les pièges, les biais et certaines dérives bien de chez nous. Et enfin, on essaiera de voir comment passer d'une écoute un peu passive à un vrai outil pour avancer. Bon programme. Allez, on ouvre le dossier. Commençons par le positif alors. Parce que, bien utilisés, ces récits, ça peut être de vrais moteurs, non? Il y a des raisons psychologiques solides derrière ça. Ah oui, absolument. Une des théories clés, c'est celle d'Albert Bandura, sa théorie de l'apprentissage social. En gros, il dit qu'on apprend énormément en observant les autres, en les imitant. C'est hyper efficace comme mécanisme. Et ça résonne particulièrement en France avec notre tradition du maître et de l'apprenti, non? Cette idée de transmission directe. Tout à fait. C'est une incarnation parfaite de l'apprentissage par l'exemple. Bandura décompose ça en 4 étapes, d'ailleurs. Il faut d'abord l'attention, être vraiment concentré sur le modèle. Logique. Ensuite, la rétention. Il faut mémoriser ce qu'on a vu, des images, des mots. Puis, la reproduction. Être capable de refaire le geste, l'action. Et enfin, la motivation. Il faut une bonne raison de vouloir imiter. Et dans la relation maître-apprenti, on voit bien tout ça. L'apprenti qui boit les paroles, observe chaque geste. Exactement. Il mémorise le tour de main, la philosophie même, et il essaye, motivé par l'envie d'apprendre, de devenir bon. C'est vraiment ça. Et Bandura parle aussi d'expérience vicariante, c'est ça. Et d'auto-efficacité. L'idée que si on voit quelqu'un qui nous ressemble réussir, Mais on se dit, ah, mais si lui ou elle y arrive, peut-être que moi aussi. Ça booste la confiance en ses propres capacités, l'auto-efficacité, comme il dit. C'est un levier psychologique très fort. hmm, Mais, et c'est là que le contexte français devient intéressant. Ça marche surtout si on s'identifie au modèle. Or, en France, s'identifier aux élites des grandes écoles, pour beaucoup de gens, c'est compliqué. oui, leur parcours semble souvent tellement hors sol ou dépendant de réseaux inaccessibles. Voilà, le capital scolaire, le capital social, tout ça peut créer une distance. Du coup, au lieu de motiver par expérience vicariante, leur succès peut parfois renforcer un sentiment d'impuissance. C'est fascinant de voir comment un mécanisme psy est filtré par le social. Pourtant, on a quand même des exemples français où ça a marché du tonnerre, cette transmission. En cuisine, je pense à Joël Robuchon. Il n'a pas juste donné des recettes. Vos systèmes d'exploitation mentale, comme vous disiez. C'est ça. Et dans la mode, l'histoire de Christian Dior et du jeune Yves Saint-Laurent. Ah oui, magnifique exemple. Dior qui le repère, le forme, lui fait confiance. Et quand Dior meurt brutalement, Saint-Laurent, à 21 ans, il est prêt, il prend la suite et impose sa marque. Incroyable. Ça montre bien comment la confiance d'un mentor peut faire éclore un talent. Mais attention, ce sont peut-être des cas où la transmission était exceptionnellement profonde, bien au-delà d'une simple histoire de succès racontée vite fait. Justement, venons-en au côté plus sombre. Parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et parfois douloureux. Pourquoi ces mêmes histoires peuvent être inefficaces, voire nous planter complètement?
Le premier gros problème, c'est le fameux biais du survivant, le survivor bias, comme disent les anglo-saxons. C'est notre tendance à ne regarder que ceux qui ont réussi, les survivants. En oubliant complètement tous ceux qui ont essayé la même chose et qui se sont plantés. Exactement. La masse énorme des échecs reste invisible. Les biographies de PDG, les success stories dans les médias, c'est juste la pointe de l'iceberg. On ne sait rien de ceux qui ont suivi la même voie sans succès. C'est comme admirer les millionnaires du loto sans penser aux millions de joueurs qui perdent chaque semaine. Ça fausse tout. C'est exactement ça. Le danger, c'est pas tant d'admirer la réussite que de copier la stratégie du survivant en croyant qu'elle est universelle, alors qu'elle dépend peut-être de chance, de timing, de facteurs cachés. Et ce biais, il résonne particulièrement en France avec notre scepticisme ambiant, non? Oui, il y a chez nous une certaine méfiance envers le discours de la performance à tout prix, l'idée que seule la réussite matérielle compte. Le succès du concept de bullshit jobs de David Graeber, ça en dit long. Ah ouais, ça a vraiment marqué les esprits, cette idée de jobs vides de sens. Et ça nourrit une suspicion. Est-ce que la passion affichée par certains ne cache pas une forme d'auto-exploitation, ou ce que les Japonais appellent le yaraigai sakushu? L'exploitation de la motivation, on te pousse à accepter peu parce que ton travail a du sens. Une critique assez radicale. Oui, mais cette grille de lecture critique assez française, elle aide à voir derrière le vernis. Elle nous force à nous demander, mais c'est quoi au juste une réussite qu'on valorise vraiment? Et puis il y a ce piège plus perso, plus psychologique, le fameux « j'ai l'impression d'avoir agi ». Ah, celui-là. Quand on consomme une vidéo de motivation, une bio inspirante, on a ce petit shoot de dopamine, ce plaisir immédiat. On se sent bien, plein d'énergie. C'est agréable sur le coup, c'est sûr. Ça donne un élan. Le problème, c'est que ça peut devenir le but en soi. On cherche cette sensation, ce high de l'inspiration, plutôt que de faire le vrai boulot, qui est souvent long, difficile et pas toujours gratifiant tout de suite. On passe la soirée à regarder des tutos comment réussir et on se sent épuisé comme si on avait bossé, mais on n'a rien fait concrètement pour son propre projet. C'est ça, apprendre sur le succès en perce construire son succès. On devient accro à l'inspiration passive. Et ça, malheureusement, c'est le terrain de jeu idéal pour certaines dérives qu'on voit beaucoup en France aujourd'hui. Je pense aux coachs en développement personnel qui pullulent sur les réseaux. Oui, les promesses de transformation miracle. Certains vendent du rêve en exploitant pile ce besoin de se sentir bien par procuration. Et le pire, ça a été l'arnaque autour du compte personnel de formation, le CPF. Ah oui, l'affaire des formations bidons. Exactement. Des offres de formation en ligne, de qualité très discutable, vendues comme des raccourcis vers le succès. Les gens utilisent leur CPF de bonne foi, pensant investir en eux. Et se retrouvent sans nouvelles compétences, mais avec des fonds publics gaspillés. Voilà. On exploite cyniquement l'envie légitime de progresser en misant sur cette illusion d'action. Je me forme, donc j'agis pour ma réussite. C'est assez terrible. Bon, c'est un peu démoralisant tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sort de là? Faut-il jeter toutes les histoires de succès à la poubelle? Non, non, pas du tout. La clé, c'est de changer de posture. Passer de consommateur passif, un peu BA, à analyste actif et critique. Faut disséquer l'histoire, la questionner. D'accord. Comment on fait ça concrètement? On pourrait imaginer une sorte de grille d'analyse rapide, en 5 points, pour aborder ces récits intelligemment. Une grille, j'aime bien l'idée. Voyons ça. Premier point. Premier point, distinguer le récit, l'histoire personnelle, souvent un peu enjolivée, du système qui est derrière. Quelle est la méthode, le modèle mental, le processus reproductible qu'on peut extraire? C'est ça qui a de la valeur. Ok. Récit vs système. Deuxième point. Reconnaître le cimetière invisible. Se forcer à penser à tous ceux qui ont échoué en essayant la même chose. Qu'est-ce que leurs échecs nous apprennent? Qu'est-ce que le survivant ne raconte pas? Ça c'est difficile. Comment on fait pour voir ce qui est invisible par définition? Bonne question. Ça demande un effort. Chercher des stats sur le secteur, lire des analyses plus larges, croiser les sources, parler à des gens qui ont échoué si possible. Et surtout, garder un scepticisme de base. Si c'est trop beau, trop linéaire, c'est qu'il manque des bouts. D'accord. Troisième point. Analyser les facteurs contextuels. Le succès, c'est rarement juste l'individu. Quel rôle a joué le timing, la chance, le réseau, les privilèges de départ, l'éducation, l'argent de la famille? Faut essayer d'être lucide là-dessus. Logique. Quatrième point. Extraire les principes intemporels des actions spécifiques.
Une chose est la persévérance, l'adaptation. Ça, c'est un principe. Autre chose est l'action précise qui a marché pour cette personne à ce moment-là. Copier l'action sans comprendre le principe derrière, c'est souvent voué à l'échec. Très important ça. Et le dernier point? 5e point. Évaluer l'applicabilité et la désirabilité personnelle. Est-ce que cette définition du succès me parle? Est-ce que ça correspond à mes valeurs, à ce que je veux dans la vie? Est-ce que je suis prêt au sacrifice que ça implique? C'est une grille exigeante en fait. Ça demande un vrai travail. Prenons un exemple. Xavier Niel. Il fascine beaucoup en France. Parcours atypique, pas les grandes écoles. Comment on applique la grille? Cas intéressant, Niel. Le récit personnel est fort, inspirant, point 1, mais le plus riche, c'est peut-être d'identifier le système qu'il a créé, point 1 aussi. Pas juste ses coups dans les télécoms, mais Station F, l'école 42. Ah oui, il n'a pas seulement réussi, il a bâti des structures pour que d'autres puissent essayer. Exactement. Des plateformes, des écosystèmes. C'est peut-être ça l'enseignement systémique, clé. Point 4, principe versus action. Après, il faut analyser le contexte de l'époque, la dérégulation, point 3, et imaginer tous ceux qui ont tenté des choses similaires sans succès, point 2, cimetière invisible. Et enfin, chacun se demande si ce modèle d'entrepreneur lui correspond vraiment, point 5. Du coup, l'analyse devient beaucoup plus nuancée. Complètement. Alors, pour revenir à notre question de départ, écouter ces histoires, est-ce que ça nous condamne à l'illusion d'action? La réponse, ce serait: ça dépend totalement de comment on écoute. C'est exactement ça. Une écoute passive qui cherche juste l'émotion ou la recette miracle, oui, ça risque d'être un placebo. Mais une écoute active, critique, avec des outils comme cette grille-là, ça devient une source d'apprentissage super riche. Et le contexte français, avec ce mélange d'admiration et de méfiance, il nous pousse peut-être naturellement vers cette approche plus critique. C'est possible. Ce scepticisme peut être une force s'il nous incite à chercher la substance derrière la belle histoire. Il nous alerte sur le danger des récits creux, ceux qui ne reposent sur rien de solide. Pas de vraies compétences, pas d'éthique de travail, pas de système transmissible. Comme les fameuses formations CPF bidon. Exactement. Ces histoires vides sont les plus toxiques. Et peut-être que cette méfiance, au fond, elle nous rappelle aussi qu'il y a d'autres formes de réussite moins tape à l'œil, mais plus ancrées. L'artisan passionné, le maître qui transmet son savoir. Oui, le travail bien fait, le beau geste, il y a une profondeur là-dedans, une transmission de compétences réelles, de valeurs, qui contraste avec le succès parfois éphémère ou superficiel qu'on nous vend. Absolument. Et ça nous amène à une dernière pensée, pour ouvrir un peu la réflexion. Et si l'histoire de succès la plus importante, finalement, c'était pas celle qu'on écoute, mais celle qu'on construit soi-même? Hmm. Ça laisse une question en suspens pour chacun, non? Sur quelle base solide, des compétences réelles, des valeurs claires, des relations humaines fortes, on peut bâtir notre propre récit? Une histoire qui ait du sens pour nous, loin des définitions toutes faites ou des mirages du succès vu de l'extérieur.